C'est notre nouveau générique, on n'a plus d'argent. Bon, allez. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis de la semaine ou du week-end, vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode de Un film est passé. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. On vous avait dit qu'on ne reviendrait pas avant Noël. On vous a menti. Juste pour attiser le truc et puis que vous vous rendiez compte qu'on a toujours envie de parler de Cinoche, même si on le fait de manière un peu moins régulière qu'on l'a eu fait. C'est de votre faute aussi. Vous avez qu'à être un peu au taquet et puis nous dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime, hein. Vous pouvez nous mettre des commentaires aussi. Ça ne nous empêche pas de regarder des films en attendant. Alors ça c'est sûr, important. Et des pas bien aussi des fois. Mais quand on en parle de films, on parle de films bien, je ne sais pas, mais des films qu'on adore. Bien, je crois quand même aussi. Et aujourd'hui, on a décidé quand même de parler de moi, ce qui reste, je pense, sans exagération aucune, le meilleur film que j'ai vu depuis l'an 2000, depuis 24 ans. Ah oui, je pense, ouais. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur film des années 2000. Donc 2000-2010, la décennie 2000-2010. Ou alors ça, c'est indéniable, ça c'est certain. Il y en a un ou deux qui sont pas loin dans mon classement, mais celui-ci, c'est Zodiac de David Fincher. Ouais, et j'allais conclure en disant c'est en plus, et je crois qu'on peut le dire, pour nous, le meilleur film de son réalisateur. Alors on sent déjà des gens nous dire « Ah mais non, Seven et machin ». Oui, sans doute, oui. Moi, j'aime pas tout, contrairement à toi. Je suis acquis à la cause de Fincher. J'ai toujours envie de voir ce qu'il fait, mais il y a des films que j'aime beaucoup moins que d'autres. Et par contre, celui-là, alors, sur une échelle de 1 à 10, comme dirait Dudley Moore dans Elle, je lui mets un 11. Je lui mets un 11 sans problème. Donc, c'est un film qui revient sur un fait divers survenu aux États-Unis, l'histoire d'un tueur qui se faisait appeler Zodiac, qui a déjà donné naissance à des téléfilms, à des films pourris, à plein de trucs. C'est là qu'on voit que, en fait, le sujet, je ne veux pas dire que le sujet n'importe pas, mais la manière dont il est scénarisé, et puis surtout la manière à qui on donne les clés du royaume, ça va changer le schmilblick. Et ce qui est hallucinant, c'est peut-être pour ça que la notoriété de ce tueur est tellement élevée, encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne peut lui imputer que deux meurtres et une tentative, un truc du genre, et tout le reste, on ne sait pas s'il s'agit d'imitateurs, si c'est vraiment lui, et ça reste un cold case complet. Et là aussi, les films de cold case, moi je suis assez acquis à la cause, mais tu vois, par exemple, j'ai revu La Nuit du 12, pas plus tard que hier, qui passe à la télévision. Voilà, j'ai regardé. Et ben, il y a quand même un côté, moi je vois bien où ils veulent en venir, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il manque un bout, quoi. Je trouve très bien, mais ce côté tout d'un coup, bah voilà, on ne sait toujours pas, puis c'est fini. Alors que Zodiac, je sais pas comment ils arrivent à quand même nous. Bon, c'est un film éminemment différent parce que on a, donc comme tu l'as dit, hein, on peut lui attribuer 2 attaques, en gros. Le film on évoque une 3e et une 4e, et c'est de moins en moins sûr que c'est lui, mais quand même. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne et ça continue alors qu'on ne sait toujours pas qui c'est ? C'est parce que le film devient un film d'enquête. Mais d'enquête qui ne sont pas menées forcément par les policiers, puisque le personnage principal dans la 2e partie, c'est Robert Graysmith, qui est un journaliste. Au début, c'est quelqu'un qui est un dessinateur caricaturiste de presse, hein, de presse, et qui s'empare de l'enquête quand la police, qui est représentée en tout cas dans ce film par David Toschi, donc l'inspecteur interprété par Mark Ruffalo, fait chou blanc au bout d'un moment. Quand le journaliste star du San Francisco Chronicle, interprété par Robert Downey Jr., devient lui alors parano parce qu'il a peur d'être la cible de ce fameux tueur. Il l'a menacé. Il l'a menacé par écrit. Et bien, il lâche un petit peu, j'ai envie de dire, l'affaire. Parce qu'il dévisse. Alors lui, il dévisse complètement, mais ces deux personnages lâchent l'affaire. Mais Robert Graysmith, interprété lui par Jack Gyllenhaal, ne lâche pas l'affaire, continue. Et d'ailleurs, le film est basé sur son travail. Il a sorti 2 livres, ce Robert Graysmith, sur le tueur du Zodiac, avec une hypothèse. Et c'est pour ça que c'est un film où on ne connaîtra pas, tu as parlé de cold case, donc on ne saura pas la vérité. Il y a un suspect. Tous les éléments du film le désignent. Convergent vers la même personne. Vers la même personne. Ils le tiennent bon acteur, à un moment. D'ailleurs. Oui, il est très très bon. Et en fait, on a, si on réfléchit à la structure, c'est assez étonnant toujours, on se l'est déjà dit, mais on a l'impression qu'il y a une grande partie du film qui est autour de l'enquête avec les actes du tueur. Puis en fait, les attaques en fait, ont lieu très rapidement. Ça se déroule dans la première demi-heure, je pense. À peu près, le film dure 2h40. 45 minutes en tout, comme ça. Et ensuite, on a 2 heures d'enquête, et avec ces personnages qui
collabore plus ou moins avec un Robert Graysmith qui revient vers David Toschi bien des années après. On a le temps qui passe, on a évidemment c'est la fin des années 60, c'est 1969 la première attaque, et on passe comme ça les années 70. Il y a d'ailleurs un très beau montage sur le temps qui passe. Avec Inner City Blues de Marvin Gaye, et des grues qui montent et des immeubles qui se construisent. Ouais, c'est une des plus belles ellipses que j'ai vues au cinéma, ça, très clairement. Quoi. Et ça nous donne un film qui a dû coûter une blinde. Rien que cette thème-là, je pense. Ça, c'est Fincher qui travaille sur les effets numériques. Et bien, c'est un long métrage qui, on ne s'étonne pas qu'il n'ait pas très bien marché. Parce que... Oui, ça c'est toi qui me l'as appris. Moi je me souviens d'avoir vu des salles pleines, je suis allé le voir 2 fois en salle, mais c'est vrai que c'était la première semaine, donc tout le monde, à part le réalisateur de Seven, et puis c'est peut-être parce que c'est effrité assez vite. C'est pas un film de serial killer en fait, c'est ça. C'est sur un serial killer, mais c'est sur la recherche de la vérité. On est parfois presque plus proche dans le ton, je dis pas dans le sujet, mais des hommes du président. Mais j'y pensais. Ça fait 5 minutes là que je me dis, mais oui, est-ce que ce film, est-ce qu'on l'aime pas par-dessus tout parce qu'il est très proche dans le ton d'un ton journalistique qui n'a jamais été aussi bien dépeint que dans Les Hommes du Président. Je ne sais pas dans quelle mesure Fincher aime Les Hommes du Président. C'est dans son top 10. Ok. Il y a Jaws, il y a Chinatown, tu vois, c'est un monsieur très recommandable. Ouais, non, mais alors on pourrait faire une fois une émission, le top 10 de David Fincher. C'est assez drôle parce que oui, alors Jaws, moi je suis moins qui à la cause que toi, même si j'adore, et puis que j'adore plein de scènes, mais voilà, et puis que j'ai des requins partout, puis tout le monde croit que c'est mon film préféré, ce qui n'est pas le cas, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais c'est sûr que Chinatown ou Les Hommes du Président, je serais curieux de voir les autres qui sont sur cette liste, mais je serais qu'à moitié étonné d'en retrouver encore un ou deux qui sont les mêmes que les miens. Ce côté et puis là c'est un peu pareil finalement, c'est un thriller mais sans arme à feu. Je parle pas des attaques du Zodiac, mais pour tout le reste il n'y a pas une seule scène. Oui, je crois qu'il y a une scène où ils essaient de le choper, il y a une vague course-poursuite mais de nuit. Si, quand il arrive Tusky, je crois à un moment donné, ils sont dans un quartier, il y a quelqu'un qui les appelle. Oui, non, mais le type est déjà mort. Et puis ah oui, c'est un chauffeur de taxi, il est déjà loin, c'est juste. Donc c'est un thriller sans arme à feu, ce qui est quand même... Et sans mort. Enfin oui, au début, mais je veux dire, une fois que l'enquête est lancée, non. Et c'est-à-dire il y a un truc pesant à chaque seconde, quoi, qui fait que non, on n'a pas envie d'être là. Puis à un moment donné, Jack Gyllenhaal, quand il vient jusqu'au boutiste, on a envie de dire, mais ne va surtout pas là, c'est une très très mauvaise idée. Reste chez toi. En plus, t'es chez toi avec Loïs Sevigny, t'as vraiment autre chose à foutre que de courir après un fantôme, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, quoi. Oui, c'est un... Pour moi, à force de le voir, c'est clairement du David Fincher parce que c'est très rigoureux. Tu l'as dit, il y a notamment ce montage, la direction d'acteur. On voit très bien qu'il a tourné. Robert Downey Jr. a bien relaté que des 60-70 prises. Donc on voit cette obsession du détail, on voit cette recherche de la perfection, on voit cette construction, quelque chose qui est relativement froid, en tout cas ce qu'on pourrait qualifier le cinéma de Fincher. Par contre, il n'y a pas de ces moments sensationnels, il n'y a pas vraiment de twist, il n'y a pas non plus... Il y a des amorces de twist et puis qui n'arrivent pas, c'est ça. On les voit arriver puis on dit ah bah non, ah oui, ah bah non. C'est un film sur la frustration, donc forcément qu'il est relativement frustrant pour certains spectateurs. Ouais, mais je le trouve moins frustrant que La Nuit du 12. Alors, je ne parle pas de la même qualité du film, mais... parce que La Nuit du 12, c'est quand même assez bien de les comparer, parce qu'en fait, on va avoir des flics, un tandem de flics qui sont aussi avec un cold case, c'est pas encore un cold case, mais qui veulent essayer de résoudre un truc, et ils passent d'un suspect à l'autre, et chaque fois qu'ils ont fini avec ce suspect, c'est non, c'est pas lui, parce que il a un alibi. Et puis au bout d'un moment, on a envie de dire, mais c'est des scénettes, des vignettes, qui s'enquillent les unes derrière les autres, puis au bout d'un moment, on nous dit c'est fini, parce qu'on n'a pas trouvé. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Non, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Il y a quand même des scènes flippantes aussi. Oui, tout à fait. Le crime lui-même est absolument horrible. Ouais, puis la scène du briquet. Oui. Et puis alors évidemment, dans La Nuit du 12, il y a évidemment le discours MeToo, la toxicité masculine. Ça, c'est un... oui, c'est aussi pour ça que le film est comme ressorti. Je dis pas qu'il est pas bien, qu'il est ressorti. Mais tu crois que Dominique Moll il a pensé à ça? Certainement. Ouais, et puis il y a un film, je sais que tu n'aimes pas, mais je vais en parler évidemment. C'est la comparaison à faire quand même avec Memories of Murder, le film de Bong Joon-ho, où on a aussi, mon grand copain. On a aussi des flics, alors qui sont d'un tout autre acabit calibre. C'est des bras cassés, mais c'est un commentaire sur la corruption et le niveau d'amateurisme de la police de Corée du Sud,
Alors qu'ici, on a aussi des problèmes, je dirais, au niveau de l'enquête policière, mais c'est pas parce que les gens sont des amateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Oui, et puis parce que ça part quand même, puis à un moment donné, ça part quand même dans trop de directions. C'est-à-dire que plutôt que de ramasser les trucs, ils bossent chacun de leur côté avant de se trouver des alliances et des machins. D'ailleurs, Grace Smith, il a été mis sur l'enquête parce que c'était le seul qui était capable de décrypter les fameux pictogrammes, ou je sais pas comment t'appelles ça, les fameux codes qu'envoyait Zodiac, quoi. Ouais. Et alors oui, Memories of Murder, qui est moi un film que j'aime beaucoup dans un style complètement différent, mais qui aussi finit sur une impasse avec ce fameux regard de l'enquêteur qui regarde dans la caméra et en fait presque regarde le public en se disant que le tueur qui était encore en vie à ce moment-là devait être dans la salle. Et on a, c'est pas exactement la même chose, mais on a à la fin aussi Robert Gray Smith qui se retrouve face au tueur. Pour moi, il y a certaines similitudes, mais c'est clair que Memories of Murder a un petit côté, alors je reconnais, un petit peu plus foutraque, un petit côté un peu excessif, mais qui est propre aussi à la personnalité de ces flics. Mais il y a un côté qui fait un peu... Pardon, hein, j'exagère complètement, mais entre ces flics, il y a un côté un peu Bud Spencer, Terence Hill, un peu... Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, mais putain, vous mettez une enquête, c'est bon. C'est moins que ça. Parce oui, voilà. C'est moins que ça. Mais je te promets, je réessayerai. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est... non, non, il y a c'est gentil. Mais pour moi, alors par contre, peut-être, hein, parce que c'est vrai que de l'extérieur, c'est un anti-Seven. Zodiac. Clairement. Il faut quand même. C'est des gens dans un bureau, c'est des personnages, c'est des gens qui discutent. Oui, mais on a une tension. Il faut quand même le dire. Il y a une vraie tension. Moi, je crois que c'est pas. On peut pas. Faut quand même dire qu'il y a, pour les gens qui l'auraient pas vu, qui hésiteraient, hésitez pas parce qu'il y a quand même une tension. Alors vous aurez une frustration parce qu'évidemment, on vous le dit déjà, vous saurez pas qui c'est à la fin. Vous aurez des soupçons assez dirigés, qui sont assez bien dirigés, je trouve assez bien amenés, ce qui fait que vous pouvez quand même vous faire une idée. Pas une idée reçue, une idée assez claire. Par contre, on a une vraie tension et que moi je retrouve dans un film de Clint Eastwood dont personne ne parle jamais, qui s'appelle Changeling, L'échange, sorti quelques mois avant Gran Torino. Et je ne sais pas pourquoi j'associe ces deux films. Je n'arrive pas vraiment à le savoir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. C'est l'histoire, ça se passe dans les années 30, je crois, d'une mère de famille célibataire. Son enfant se fait kidnapper. On lui ramène un enfant. Elle dit, c'est pas le mien. Et puis on lui dit, mais vous êtes complètement folle. Bien sûr, c'est votre gosse. Mais il y a aussi un journaliste qui s'en mêle. C'est John Malkovich, non? Qui la croit? C'est un avocat. C'est un avocat qui l'a. Moi, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tiens, il faudra que je fasse ça. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelques scènes ultra flippantes aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui enquêtent, qui cherchent, qui sont surtout dans des endroits où ils ne devraient pas être. Et puis à un moment donné, ils disent, mais casse-toi de là. Bon sang, ne reste pas là. C'est aussi une croisade pour la vérité. C'est un peu la même chose. Alors là, on a une résolution. On a une résolution très, très aussi émouvante. Et franchement, c'est dans les films d'Eastwood de ces 20 dernières années, moi, je trouve que c'est son meilleur film, de loin. Excellent, quoi. Vraiment excellent. Il joue pas dedans, Angelina Jolie quand même. Voilà, si vous n'avez pas vu L'échange de Changeling, profitez-en. Tiens, allez, hop là, c'est vendu. C'est vendu. Mais je reviens quand même avec Seven parce que peut-être aussi, oui, il y a une tension, il y a un malaise, mais ce que je trouve intéressant, donc dans Seven, dès le début, on est au cœur de l'enfer. Le personnage de Morgan Freeman est dans cette ville qui est vraiment décrit comme un taudis, comme vraiment l'enfer de Dante là. Oui, on se croit presque dans Sin City. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, alors que City, dans il y a un côté DC Comics, je sais pas, un truc un peu. Oui, avec la pluie. Ouais. Et alors que dans Zodiac, on est dans la Californie. hippie, c'est beaucoup dire, mais en tout cas l'innocence, le festival de Monterey, voilà. Et puis le film commence avec la célébration du 4 juillet avec un couple très américain avec les diners, et c'est quand même un peu là plus comme l'irruption la fin de l'innocence, c'est typiquement américain donc on a des contextes qui sont très très différents, mais c'est vrai que ce malaise qui est à la fois du fait qu'on ne sait pas qui est ce type. Où est-ce qu'elle sévit, parce qu'il y a aussi ce qui est hors champ. Est-ce qu'il tue encore, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quand. Oui, parce que l'enquête, elle part dans tous les sens à un moment donné. La police et les journaux, parce qu'il écrivait des deux côtés en même temps. Est-ce que c'est vraiment lui qui écrivait? On a souvent dit qu'il avait des imitateurs qui voulaient se faire populariser autour. On ne sait pas. Est-ce qu'il a continué à tuer? Est-ce qu'il était en prison et puis que c'est ce qui fait qu'il s'est arrêté? Ça fait très True Detective tout ça. Oui. C'est typiquement. Sauf la saison 4. Non, alors ça c'est...
c'est un autre débat. Bon, passons à autre chose. Bon, c'est tous ces films de cold case, mais parmi ce genre de long métrage. Non, mais souvent on a ce cas de figure. Le tueur n'a pas agi pendant tant d'années. Bah oui, il était en prison. Donc voilà, on ne sait pas. Mais ouais, puis alors il y a aussi une bande son dans ce film, c'est-à-dire vous allez avoir hormis une bande originale composée comme toujours, je crois, par Nine Inch Nails, enfin le Trent Reznor. Dans celui-là ouais. Non, c'est David Shire, je crois. Ah ouais, je crois. Bah tiens. Ouais. Ah ouais, j'ai pas remarqué, ouais. Oui. David Shire qui était quand même le compositeur de Conversation, je crois, et puis je crois du Taking of Pelham 1, 2, 3, il me semble. Je suis pratiquement il allait le rechercher. Bah ouais, c'est peut-être, c'est pas étonnant. Non, mais vous avez une bande son avec un panel de chansons américaines typiques américaines, mais c'est pas les plus évidentes et c'est pas Forrest Gump, quoi. On n'est pas dans une compilation de trucs typiques. C'est des trucs qu'on entend moins, qui sont moins connus chez nous. Et là aussi, je pense que c'est plutôt malin de la part de Fincher de pas nous prendre par la main et nous mettre des trucs qui forcément vont nous caresser l'oreille tout de suite, même si je me souviens très bien que c'était la première fois, je crois. C'est David Shire, voilà, on a vérifié, c'est David Shire. Donc oui, c'est pas, je pense qu'il l'a pas pris part. Est-ce qu'il a fait Les Hommes du Président aussi, David Shire ? Il y a peu de musique dans Les Hommes du Président, mais c'est bien possible. Hein. Mais qu'est-ce que oui, c'était. Je me demande si c'était pas la première fois. Les Hommes du Président. Bah, donc c'est pas du tout un hasard, quoi. C'était la première fois, je crois. Qu'on avait les logos d'époque au début. Moi, je me souviens du logo Paramount qui était tout à fait celui des années 70. Quelque chose qui revient maintenant. Hein. Quelque chose qui est utilisé très souvent quand un film. Voilà, c'est ça. Et je me souviens d'avoir vu ce logo, je me dis, là. Je suis en bonne main. Alors, je suis en bonne main, mais en même temps, c'est un petit gimmick à la con qui ne sert à rien, qui est peut-être un peu facile, mais c'est aussi un côté jusqu'au boutiste du gars qui dit, je vous fais un film d'époque de la même manière que s'il avait été tourné en 74, 75. Alors évidemment, il y a les effets numériques et tout ça qui font que ça change. Cette fameuse scène dont tu parlais de passage du temps qui est impressionnante. Mais c'est pas fétichiste comme Mank. Comme Tarantino. Non, je dis comme Mank, où il essaye de faire un film des années 40, où là c'est presque un exercice de style, alors que là, je dirais, c'est plutôt dans l'esprit, dans la construction de l'intrigue, alors qu'effectivement, au niveau stylistique, on est quand même dans quelque chose de résolument moderne. Les flics, ils vont quand même voir Dirty Harry au cinéma. Ils vont quand même, exactement. Et puis ça fait plaisir. Avec Dirty Harry, évidemment. Alors Seagal, une autre influence de Fincher, mais avec dedans le tueur qui est directement Scorpio qui est directement inspiré du Zodiac. Hein. Comment il s'appelle l'acteur? Andy quelque chose. Il est horrible ce type. C'est atroce. Oh là là. Alors lui, question. On parlait de salopard dont il était une fois dans l'Ouest. Alors c'est pas le même genre de salopard. Il est beaucoup plus frontal celui-là. Il doit pas être très intelligent, mais par contre il est odieux. Mais non, mais j'ai déjà vu. Alors lui, il peut aussi être dans la top 100. La liste des top 100, on n'y pense pas forcément celui-là, mais alors. Avec son sparadrap sur le nez, puis sa tronche un peu écrabouillée, là, il ressemble un peu à un des deux tueurs des Diamants sont éternels. C'est pas lui, mais il a un peu cette tronche un peu... Bref, rien à voir, on se perd un peu, mais on voit de quoi on parle. Peut-être quand même aussi revenir... c'est quand même un film qui est axé aussi sur des performances d'acteurs, hein, les trois principaux. Oui, mais ils se bouffent de nouveau, ils se bouffent pas, ils se tirent pas le tapis à eux, quoi. Moi, je trouve que Mark Ruffalo est juste exceptionnel. Mais est-ce que Mark Ruffalo serait quand même pas l'acteur le plus sous-estimé de ces 20 dernières années? Alors malheureusement, moi, je trouve qu'il tourne dans des trucs un peu moyens ces temps-ci, mais c'est vrai que il y a quelques performances. Oui, il ferait un super Columbo, on est d'accord là-dessus. Moi, je pense aussi à un film comme Foxcatcher. Où il joue un second rôle, mais il est exceptionnel. Oui, c'est un magnifique interprète. Moi, je pense à Suddenly 30 avec Jennifer Garner. J'adore. La meilleure comédie romantique de l'univers. Et c'est chou. C'est vraiment chou, puis ça vieillit bien. Ça tourne comme une horloge. Alors, ça répond à tous les codes possibles et imaginables. En français, ça s'appelle 30 ans sinon rien. Des fois que vous avez envie de voir un film sucré avec la chantilly dessus, puis encore les petites perles de sucre. Et puis Robert Downey Jr., c'était un peu son retour avant Iron Man. Donc, la fin de sa traversée du désert, après des années de substances illicites absorbées à grandes narines et puis des comédies. T'avais vu ce machin? J'ai vu ça il y a pas longtemps. Norman Jewison, Only You avec Marisa Tomei. Non, j'ai pas vu. Une espèce de comédie romantique tournée en Italie. Mais il y a Norman Jewison, donc c'est quand même pas complètement mauvais. Mais enfin, ça n'a pas grand intérêt. Marisa Tomei était très chouchou, sympathique. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Chaplin, il a fait Chaplin. Hein. Moi, j'aime pas ce film, mais c'est lui qui joue Chaplin. Il joue Chaplin, il joue très bien. Et puis il joue très bien. Le film avant qu'il avait un peu relancé, c'était Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black, qui est un film assez sympa. C'est assez cool. Et puis le troisième, donc Jake Gyllenhaal, qui est
pour moi, est un excellent comédien, mais là, ça fait quand même 5-6 ans qu'il fait un peu n'importe quoi. Tu peux enlever un peu. Ouais, c'est vraiment, il fait n'importe quoi. Vraiment extrêmement, c'est très possible. décevant. Et je sais qu'il fait du beau travail sur Broadway notamment, mais au cinéma, on l'a un petit peu perdu. Et dans ce film-là, il a certes cette innocence, on a l'impression qu'il est un peu lisse, mais non, il y a ce côté obsessionnel, je trouve, qui rend vraiment bien. Et c'est, comme tu l'as dit, 3 performances d'acteurs qui cherchent pas la frime, qui cherchent pas, qui ont compris qu'ils font partie d'un tout qui les dépasse clairement, et qui ont aussi conscience d'être dans un long métrage très très bien écrit où il y aura un très bel équilibre entre eux, et ça se sent. Non, puis tous les seconds rôles. Ah oui, tous. Il y a Anthony, je crois, Anthony Edwards, comment il s'appelle? Oui. Ouais. Et puis Brian Cox notamment, ouais, Sévigny, tu l'as mentionné. Ouais. Il y a Philip Baker Hall, je crois. C'est fort possible. Il y a pas. Je crois que je me gourre. Il n'y a pas Al Brock là-dedans, je crois pas. Hein. Non. Mais ça aurait pu, hein. On pourrait. Ça pourrait, tout à fait, parce qu'il est encore vivant. Ça, c'est non. Donc très très beau casting, et clairement, effectivement, pour moi. Je sais pas si c'est le meilleur film, mais c'est vrai, je pense que je le mettrai en numéro 1 quand même, de David Fincher, effectivement. Ouais, et puis tu verras un de ces 4, on sera des précurseurs, puis il y a Télérama, les uns qui vont revenir en avant en disant « Ah, le chef-d'œuvre de David Fincher, à côté duquel tout le monde est passé, sauf nous, nous, ça fait depuis 2007 qu'on sait que c'est de loin son meilleur film. » Enfin, on parlait de... Qu'est-ce que j'aimerais parler avec lui, là, hein, il est sympa, on sait pas vraiment. Oui. Ouais. Ah oui, il est très très sympa. Okay. Moi, j'ai vu des interviews avec des types qui avaient fait leur travail, mais qui étaient un peu en anglais, dès qu'il te donne du temps, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas vécu, mais tu vois évidemment. En interview... extrêmement ouvert, puis en même temps assez avec toujours il a un humour noir, il a assez d'ironie, il a aussi autocritique. Non, c'est très très intéressant. Tu vois, donc ça serait écoutez, j'aimerais discuter avec vous, mais que de Zodiac, s'il vous plaît. Mais je crois qu'il y a une masterclass où essentiellement il parle de ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Je crois qu'il était à Paris, il a essentiellement parlé de Zodiac. Quand même, pour revenir, parce qu'il y a eu le festival de Cannes, ce film était sélectionné en 2007. Oui, c'est juste. Et je dis rien, j'hallucine quoi. Rien. J'hallucine. Je veux dire, meilleur scénario, meilleure adaptation, meilleure mise en scène. Prix du jury, rien du tout. Puis qu'est-ce qui a gagné cette année-là, tu sais? Un truc que tout le monde a oublié. Non, peut-être. Attends, Christian Mingu, je sais pas. En tout cas, il y a eu un prix pour No Country for Old Men, qui est un bon film. Je sais pas s'il a eu la Palme d'Or, je sais pas. Non, je crois pas. Prix du jury. Non, il a pas eu la Palme d'Or, ça c'est sûr. Peut-être Christian Mingu, Ouais, un truc chiant. 4 mois, 6 ans, 12 gammes, 4 jours, 3 minutes et 2 secondes. Ouais. Non, je suis pas sûr que ce soit cette année-là. Non, faut que je pense pas. Mais et puis aux Oscars, il a rien eu non plus. Rien. Mais il a été nommé ou même pas? Quelques nominations, je crois, secondaires, mais en tout cas pas genre meilleur. Chloé Sévigny dans le meilleur second rôle féminin. Je pense peut-être, je sais pas, montage, un truc comme ça, mais vraiment. Mais il a rien eu. Non, rien du tout. Non. Bon, si je me souviens bien, Chinatown n'avait pas eu grand-chose, et puis LA Confidential n'avait pas eu grand-chose non plus. Non, alors je crois. Il a eu 2 Oscars, il est Confidential. Au moins l'adaptation avec Kim Basinger, mais bon, c'était pas. Mais bon, voilà. En fait, ce podcast ne devrait pas s'appeler un film est passé. 2 précurseurs sont arrivés, ça devrait s'appeler. Ouais, non, alors. Non, ça c'est extrêmement présomptueux. Non. Mais tu verras que je serais qu'à moitié étonné quand ces 4, des petits malins, nous ressortent Zodiac en disant ah mais en fait on est passé complètement à côté de ce truc. Bon, ceci dit, ça serait mieux que rien. Je sais pas si ce film gagne en notoriété avec le temps, parce qu'il a quand même eu droit à des éditions correctes. Il y a un director's cut. Alors on n'est jamais, même nous qui l'avons vu que 50 fois, on est incapable de savoir où il y a des trucs en plus parce que c'est vraiment parsemé et très très peu. Mais est-ce que c'est le film mal aimé de Fincher? Moi, c'est vrai que je me souviens à la sortie du film, j'ai croisé des gens que je connaissais et c'est vrai que l'avis était toujours le même. On disait ah mais alors on nous a menti sur la marchandise quoi. Oui. Je me dis ben non, on vous a pas menti sur la marchandise. Enfin, je veux dire, je crois que ça a jamais été vendu comme Zodiac. T'as trouvé qui a gagné la Palme d'Or? Non, même pas ça, mais je regardais quand même les prix qu'il a reçus, ce sont des prix secondaires, mais c'est intéressant, il avait quand même pris la guilde des scénaristes, le meilleur scénario. Les critiques du film londonien lui avaient donné le meilleur film, donc il y a quand même quelques-uns, les critiques en ligne, quelques-uns qui ont quand même donné le réalisateur meilleur film, mais les Golden Globes, les Oscars, etc., rien du tout quoi. Mais il a eu Fincher une fois quelque chose dans des cérémonies Golden Globe, Oscar et compagnie, à part des Césars d'honneur et des machins là comme ça. C'est la presse qui a acheté, donc ça veut pas dire grand chose, mais il avait eu, je crois, le meilleur film, meilleur réalisateur pour Social Network.
Et puis les Oscars, il a jamais rien eu si ce n'est des prix, enfin je veux dire pour ses films, plutôt pour ses collaborateurs. Donc, non mais je vais quand même faire l'avocat du diable, mais le meilleur, je sais pas si c'est le plus grand, j'aime pas dire, mais le meilleur réalisateur américain vivant en activité de ces 20 dernières années n'a jamais reçu un Oscar. C'est quand même surréaliste. C'est les Oscars, quoi. Bienvenue. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Alors, il faudrait peut-être pour ça aussi qu'il revienne à des films peut-être un peu moins... ce qu'il a fait les 2 derniers sur Netflix sont quand même... Moi je continue à être intéressé par son travail. Ouais. Sa série Mindhunter produite, c'est juste un chef-d'œuvre de la télévision. C'est très proche de... C'est très proche de Zodiac. C'est une autre approche. Mais on est quand même on est dans ce même univers. Là, on est acquis à la cause. Quoi. Alors, si vous n'avez pas vu, je suis désolé, mais là aussi, si vous n'avez pas vu Mindhunters, ne vous attendez pas non plus à une traque de serial killer. Sauf dans la 2e saison, c'est un peu plus le cas. Mais en termes aussi de réalisation, d'écriture, de l'histoire du profiling, en général, c'est absolument fascinant. Donc, non, effectivement, pas de prix pour notre ami David Fincher. On s'en tape complètement. Non, on s'en tape pas. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, moi, c'est pas le premier, pas le dernier des grands réalisateurs qui ont pratiquement rien eu. Sergio Leone, il a eu des prix? Je crois pense pas non plus, rien du tout. Mais Hitchcock, il a jamais eu. Mais il a eu le film pour Rebecca, mais il a jamais eu l'Oscar pour la réalisation. Hein. Ouais, mais à l'inverse, tu vois des mecs comme Scorsese, ils ont tout de suite été. Kubrick jamais reçu d'Oscar non plus. Il a reçu un Oscar pour les effets spéciaux de 2001. Ouais. Voilà, mais il a pas reçu. Douglas Trumbull, quoi. Voilà. Mais par contre, un mec comme Scorsese, il en a eu je sais pas combien. Non, il a eu un seul Oscar pour les Infiltrés. Ouais, puis c'est pas son meilleur film. Hein. Enfin, on pourrait débattre pendant 107 ans. Moi, je trouve que c'est pas son meilleur film, mais c'est pas. Ouais. Mais voilà. J'étais sûr qu'il en avait eu plus que ça. Non, tu vois. Taxi Driver. Ah non, il avait eu la Palme d'Or. Bah, tu vois, il y a quand même on s'égare dans les prix, mais c'est vrai que c'est un petit peu injuste. Et moi, je suis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez convaincu que c'est un film. Je suis convaincu que les bons films finissent par monter à la surface, et c'est le cas de celui-ci. Je pense que c'est. D'ailleurs, je le vois déjà apparaître dans des sondages un peu moins officiels que ceux dont on parlait, ou dans des classements. Mais il revient quand même. Et en tout cas, j'ai bon espoir. Et puis, je pense que c'est un film qui se prête très bien à la vision home cinéma. Parce que là déjà la copie est excellente, mais je veux dire il dure plus combien, 3h, 3h15, 2h50, 2h40. Alors on c'est sait pas que assez, non, mais il y a des gens qui aiment bien couper. Je trouve que ça peut, c'est un film qui peut se regarder en 2 parties. Vous coupez au moment de l'ellipse dont on vous a parlé sur Marvin Gaye, et puis c'est bon. Ouais. Prenez la suite le lendemain. Ça vaut la peine en tout cas. Ouais. Bon, eh bien, on va proposer à David Fincher de couper son film en 2 ou de prévoir un entracte là au milieu. Nous, on vous remercie de nous écouter dans nos élucubrations diverses et variées qui partent de temps en temps un peu dans tous les sens, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais vous n'avez qu'une seule chose à vous souvenir pour cet épisode. Dans l'absolu, c'est Zodiac, c'est vachement bien, donc regardez-le. Et nous, on vous dit à la prochaine. Tout bientôt. Avant Noël, on vous le promet. Et puis d'ici là, portez-vous bien et bel été. Bye bye.